C'est Salut effrayant Mathias. d'ailleurs. Salut, ça va? Pourquoi tu dis que c'est effrayant? Ben non, quand ton job se transforme en mission, ça fait peur. C'est un Hmm. périmètre différent, c'est une approche différente, c'est une exposition et un risque aussi différent que tu prends. Et puis Écoute, ouais. si tu te rates, c'est pas juste un échec professionnel, c'est un peu plus. Donc c'est particulier comme risque. Donc Mathias, t'es actuellement le boss des marchés européens de Trade Republic. C'est ça, ouais, ouais. J'anime l'équipe des directeurs pays chez Trade Republic. J'étais moi-même jusqu'à il y a 2 ans le directeur pour la France. Et je m'occupe donc pour Trade Republic, moi, de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les langages, les mots, la manière dont on présente les choses, le relationnel aussi avec la presse, avec les pouvoirs publics, avec les créateurs de contenu aussi, et puis l'animation sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, Hmm. je m'occupe de ce périmètre-là. Et donc merci beaucoup de sponsoriser Histoire d'argent parce que vous soutenez mon travail financièrement et ça fait toujours plaisir. Tous ceux Et qu'on peut en fait, soutenir qui font de ouais. l'éducation financière, on est ravis de le faire parce que il y a un tel besoin, si tu veux, que quand on rencontre des gens comme toi qui sont à la fois de bonne volonté et en même temps suffisamment justes et précis, eh bien, on les encourage autant qu'on peut. Et t'as écrit un bouquin donc qui est sorti l'été dernier, c'est ça si je me trompe pas? Novembre, novembre, Novembre dernier, ouais. novembre. Toute ma vie, je me rappellerai de cette date. C'est très, très, très difficile d'accoucher d'un livre. Et ouais, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai adoré la façon dont tu te livres dans ce bouquin parce que tu es à la fois très peut-être dans une posture aussi de professionnel de la banque, hein, donc il y a Mm. plein d'aspects que tu donnes plein de conseils sur la façon dont les finances fonctionnent, mais bah tu mouilles un peu le maillot aussi, tu mets tes tripes sur la table, sur le clavier et t'y vas quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant en fait comme démarche. Tu glisses dedans en plus que tu as un petit problème avec l'attention, donc tu as un petit trouble de l'attention aussi, donc sans doute ça a été d'autant plus compliqué pour toi de te poser pendant des heures devant un clavier. Surtout, écrire le livre, c'est une prise de risque en fait, parce que tu poses des idées. Et une fois qu'elles sont imprimées, euh, elles seront là pour toujours, quoi. Et donc, c'est voilà, faut assumer de porter des idées en fait, hein, tout simplement. Et en quoi Et c'était une prise de risque pour toi? bah tu l'as lu, tu vois bien Bah oui. que Mais moi je l'ai lu, mais pas les gens qui écoutent. je dois être un des premiers, je pense, banquiers à parler de ma vie personnelle, à parler des problèmes de ma famille avec l'argent, à donner un point de vue politique aussi sur le sujet, puis à proposer des solutions concrètes. Je vais jusqu'à nommer des créatrices et des créateurs de contenu en lesquels j'ai confiance. Est-ce que, si tu veux, n'importe quel banquier fait une attaque, si tu veux, même y penser, quoi. Et donc, faut assumer de porter des idées. Et c'est ce que j'ai la chance de faire chez Trade Republic, avec Trade Republic, pour Trade Republic aussi. Et qu'aujourd'hui, je fais de plus en plus en mon nom personnel, en fait, parce que bah, j'ai la chance, moi, d'avoir réussi professionnellement. Et donc, je me pose la question depuis quelque temps de à quoi je sers. Et Hmm. n'étant, je suis pas un Gen Z, tu vois, à fond dans le sens et tout. T'as Mais quel je âge, suis pas non Mathias? plus un boomer. J'ai 40 ans, moi. J'ai du mal à le dire. Pendant les 6 premiers mois de mes 40 ans, je disais que j'avais 39 ans, par réflexe. Mais non, j'ai 40 ans et Ça y est. j'assume. Et c'est très bien comme ça. Et maintenant, quand je bouffe, je grossis. Je suis fatigué. Voilà. Mais chaque âge a ses plaisirs. Donc oui, je me livre parce que, si tu veux, il y a un moment donné où je me suis demandé comment avoir de l'impact positif. Et de nos jours, et c'est très bien, les gens attendent une forme d'authenticité quand même. Après 30 ans de télé hyper contrôlée, de relations pathologiques entre les leaders d'opinion et la presse, de villages Potemkin de la communication grand public à la télé, eh bien les gens veulent de l'authenticité, du vrai, et ils veulent savoir, comme on disait en mai 68 sur les barricades, d'où je parle. Et voilà, moi d'où je parle, je parle du point de vue de quelqu'un qui est issu de la classe moyenne, qui comme énormément de familles de Français est issu de l'immigration, qui est issu aussi de la méritocratie scolaire. Je suis comme beaucoup quelqu'un qui a été confronté à des problèmes d'argent, pour qui l'argent a été un tabou dans sa famille. Par contre, ce que moi j'ai fait, ce que peu de gens ont fait, c'est que j'ai creusé le système pendant 15 ans en y travaillant. J'ai fait de la politique en parallèle pour le comprendre aussi. Et aujourd'hui, j'essaye de le changer avec des entrepreneurs allemands qui ont créé Trade Republic. Et pour accompagner ce changement, j'ai pris la décision de l'expliquer aussi.
C'est ce que j'appelle la transition financière. Et au début, je l'ai fait pour faire de la pub pour Trade Republic sur YouTube, dans des interviews avec des chaînes YouTube, des podcasts. Et en faisant ça, j'ai réalisé qu'il y avait une demande monstrueuse, silencieuse, dans la société, ce que j'appelle la République des commentaires, et où tu as en fait tout le monde quasiment qui veut savoir, qui le dit pas, et qui sait pas comment savoir, comment apprendre. Et donc tu es dans une situation où tout le monde pense à l'argent tout le temps, personne n'en parle, et moi j'essaye de faire en sorte, vu que je sais moi, parce que j'ai vécu cette transformation en travaillant dans le secteur financier pendant 15 ans, je sais moi que c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils pensent. Techniquement, c'est pas compliqué l'argent. C'est émotionnellement que c'est difficile. Ah bah ça. Et quand tu veux pouvoir accompagner les gens émotionnellement, le moins que tu puisses faire, si tu sollicites leur confiance, c'est de te mettre un peu à nu toi aussi, pour que les gens sachent qui tu es et pourquoi tu fais ça. Et donc, je l'ai fait, et ça a marché. Et dans les startups, on apprend quand un truc fonctionne à double down. C'est-à-dire, si un truc marche, c'est déjà tellement dur quand tu essayes de construire une boîte qu'un truc fonctionne, bah quand ça marche, tu continues, quoi. Tu pousses, tu réinvestis le sujet. Et moi, en investissant la communication sur les réseaux sociaux, j'ai découvert que non seulement il y avait une demande, mais qu'en plus, j'adorais ça. Et que ça m'apportait beaucoup aussi de recevoir tous ces messages de gens qui avancent, Donc voilà, j'en suis là. Je suis banquier. Je porte la licence bancaire de Trade Republic dans 4 pays sur mon nom personnel. Je suis entrepreneur aujourd'hui depuis 5 ans. Et j'essaye de faire de l'éducation financière un sujet mainstream en France pour ne plus avoir besoin de m'en occuper. Et donc, le plus il y a des gens comme toi qui grandissent, le mieux c'est. Génial. Et alors, Voilà. pour reboucler avec ce qu'on disait au tout début, c'est qu'en fait, limite, c'est devenu ta mission, quoi. C'est devenu vraiment, j'ai l'impression que c'est pour toi une mission de vie. Il y a un vrai truc qui te porte. C'est pas anodin, en fait, d'avoir au-delà de l'aspect commercial et tu vois, pour faire connaître Trade Republic. Ouais. Mais là, le truc, c'est que si tu veux, Trade Republic aujourd'hui, c'est un espèce de TGV qu'on n'arrêtera plus. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui est suffisamment solide sur tous les plans, produits, financiers. On est indestructible actuellement. On a une équipe qui est soudée, qui est forte, qui travaille bien ensemble. On a des clients fidèles qui arrivent très nombreux. Et donc en fait, la réalité, pour moi, si tu veux, c'est que moi, étant actionnaire de Trade Republic depuis 4 ans, eh bien, probablement que dans quelques années, je n'aurai plus besoin de travailler. Et c'est une chance considérable, si tu veux. Et donc, quand il t'arrive ça, même si à l'heure actuelle, je tiens à le préciser pour les voyous qui nous écoutent, il n'est pas utile de venir cambrioler chez moi, j'ai pas un rond. J'ai des actions, j'ai pas un rond, ça sert à rien de venir me kidnapper, à part des problèmes, vous aurez pas grand-chose. Donc la réalité c'est que quand il t'arrive ça et que tu sais que d'une manière ou d'une autre tu vas être à l'abri et que tes enfants vont être à l'abri et que ton épouse va être à l'abri et que peut-être même avec un peu de chance je pourrais aider ma mère qui m'a tellement donné et que j'ai pas pu aider pendant 15 ans aussi, donc tu te demandes à quoi tu sers, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu, si tu veux, la réaction des gens qui est juste dingue. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens voient dans les commentaires les trucs négatifs. Oui, on se fait critiquer pour notre service client. On est en hypercroissance, on n'a pas été parfait sur le service client. Ça va changer dans les mois qui viennent radicalement. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se fait critiquer. Mais ce que les gens voient pas, c'est tous les DM que tu reçois. Parce que les gens qui te disent merci, ils le font pas en commentaire. Les DM que tu reçois, Mathias. C'est ça? Oui. Et donc, en fait, les gens, ils expriment plus positivement par message que par commentaire. Et moi, tous ces messages, franchement, ça m'a ému, quoi. Je vais te dire, la vérité, c'est que ça m'a ému. Et que quand je vois que je fais ça, mes enfants ils sont fiers de moi. Je vois que mon épouse, malgré le fait que ce travail soit extrêmement pénible pour ma famille, elle est fière quand même de ce qu'on accomplit. Donc ma mère qui a tellement galéré avec l'argent et qui est tellement contente que qui a osé quoi me permettre de parler d'elle et de parler de sa réalité. Et t'imagines pour elle, pour tous ses amis, pour tous, l'impact est énorme si tu veux. Mais ça aide plein de gens. Et donc à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un, j'ai pu aider ma mère à se sortir de la merde grâce à ton témoignage, eh ben, ma mère, elle est contente aussi. Donc, évidemment que j'y trouve mon intérêt personnel, parce que moi, ça me satisfait d'être utile. Ça me satisfait aussi, ça me fait plaisir de rendre mes proches fiers de ce que je fais. C'est mieux que l'époque où je travaillais en salle des marchés, où une partie d'entre eux me parlait plus. Et donc, j'y trouve mon compte aussi. Mais le driver de tout ça, c'est avant tout la réaction des gens. La commu, ce que les jeunes appellent la commu, quoi, tu vois. Et ça, moi, je découvre ça. Si tu vois, moi, je pratique Instagram depuis 1 an. Donc, c'est quelque chose que je découvre, si tu veux. C'était pas prévu, quoi. Et donc, voilà, j'en profite.
je pousse, et surtout, je suis très concentré à un truc précis que, pour l'instant, les gens voient pas encore, c'est que les gens voient mon action sous un prisme. Et ils voient mon action, par exemple, sur les réseaux sociaux. Comment je fais de la pédagogie, la communication, le décryptage de l'actualité. Ou alors, ils voient mon action dans les chiffres de Trade Republic en France et en Europe, de ce qu'on accomplit, de l'impact que ça a. Ce que les gens ne voient pas, c'est mon action dans l'écosystème. Et ce que je fais moi, sans le dire, parce que si tu le dis, après, t'as des problèmes, c'est que je suis en train d'organiser au maximum les voix dans la société française pour que l'éducation financière devienne vraiment un sujet mainstream. Qu'est-ce que tu fais alors, Mathias ? Ah bah, ça va de chaînes de télé, de radio, de patrons de presse, à qui que j'évangélise depuis 3 ans sur le fait qu'ils ont tort de pas parler d'argent dans leurs médias, que c'est une demande énorme de la population, que c'est pas un risque qu'ils prendraient d'en parler, que faire de l'éducation financière c'est pas sale, leur montrer mon succès aussi, un peu comme un proof of concept, tu vois. Donc il y a toute l'évangélisation des grands médias. Et j'ai réussi déjà à faire sortir quand même de terre une émission de pédagogie d'éducation financière à 20h30 sur M6 cette année avec Julien Courbet. J'ai réussi à lancer une chronique hebdomadaire sur Sud Radio. Je lance la semaine prochaine une chronique hebdomadaire sur RTL. Je discute avec Cosmopolitan.fr pour faire une section d'éducation financière pour les femmes. Donc si tu veux, c'est un travail de longue haleine. L'autre aspect, c'est beaucoup les créateurs et les créatrices de contenu, de faire en sorte qu'à terme, ils aient un statut. Je souhaite qu'en France soit créé le statut du coach financier, que ce soit un statut régulé. Les gens n'ont pas besoin tous d'un conseiller en gestion de patrimoine. Les gens n'ont pas de conseil auprès de leur banquier qui est un commercial. Il leur faut donc, comme pour le sport, l'éducation des enfants, le couple, tout ça, un coach. Et si on veut que les gens aient confiance et qu'ils se saisissent massivement du truc, il faut un statut. Voilà. Donc Dieu sait que je suis contre l'inflation normative et l'explosion de lois, de règles, de bidules qu'on a, auxquelles plus personne d'ailleurs ne prête attention à force. Hein. Et mais là, il se trouve qu'il y a vraiment un gros trou dans la raquette. Donc je me bats pour ça. Je milite auprès de l'AMF, auprès de Bercy, pour qu'il y ait des initiatives d'éducation financière qui soient mises en place. Voilà. Donc c'est une action qui est multiple. Et après, il y a aussi d'aller chercher les plus gros et créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux sociaux, les très gros. Je te parle pas de ceux qui parlent d'argent, hein, les autres. Oui. Et par exemple, les Squeezie & Co. Enlever leur peur de parler de ces sujets, les aider à réaliser que c'est ok d'en parler, les aider à trouver un angle aussi pour en parler. Voilà. Donc c'est passionnant. Génial. Et j'essaye désespérément de devenir inutile. Voilà. Et l'étape d'après, je te le dis ici, et je suis très heureux d'en parler avec toi, mais l'étape d'après, ça sera évidemment une association nationale, parce qu'il manque une association nationale d'éducation financière en France. J'ai la chance d'avoir l'assise médiatique pour la porter et la lancer, et donc je vais le faire, parce que c'est une opportunité qu'on peut pas rater. Et comme ça donnera un lieu, j'espère, à toutes les bonnes volontés, pour venir un peu canaliser la dynamique, quoi, tout simplement. Bravo Mathias. Et oui, ma plus grosse frustration, j'en termine avec l'écosystème, c'est ces saletés d'arnaqueurs, entre autres sur les réseaux sociaux, sur Meta. J'ai pas encore trouvé la martingale, là, je dois dire, et ça fait un massacre. Et c'est très destructeur parce que les gens qui se font arnaquer, ils investiront pas ensuite. Bah oui. Et donc je me bats très fort là-dessus pour essayer de trouver des solutions qui marchent à l'échelle. Mais j'en profite pour faire un petit moment de sensibilisation. Il y a des dizaines de faux comptes, de faux Bacchino, de faux Mathias, qui vont vous contacter, vous proposer un groupe WhatsApp. Je n'aurai jamais de groupe WhatsApp. Je n'ai jamais et je ne donnerai jamais de conseils financiers. Voilà, Trade Republic ne vous téléphonera pas pour vous vendre des produits financiers. Faites attention à vous, vraiment c'est très important et je peux vous assurer que je fais le maximum pour que Meta se saisisse du sujet parce que ils sont pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu à ce stade. Mais je ne doute pas que avec les encouragements nécessaires, ça deviendra le cas. C'est pas la première fois, si tu veux, moi je suis sur l'internet pour le coup depuis très longtemps, que Meta n'est pas à la hauteur des enjeux, hein, dans l'histoire de Meta, d'une manière générale. Mais en tout cas, tu fais bien de le préciser, de le repréciser. Mathias n'est pas là pour vous donner des conseils financiers. Et si quelqu'un vous contacte au nom de Mathias, ce n'est pas vraiment Mathias. C'est ça. Faites attention à la coche bleue, là. Mes comptes, ils ont la coche bleue sur les réseaux sociaux, que je suis certifié. Faites attention à l'orthographe du nom. Faites attention aux adresses email, ces adresses email bizarres. Voilà, il y a des facteurs qui permettent d'identifier les arnaqueurs quand même. Bon Mathias, super, merci pour le message de prévention. On est là pour parler de ton histoire avec l'argent. Alors, donc j'ai 2 questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est en fait si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Bah, maintenant, c'est mixé. Jusqu'à il y a 3 ans, c'était quasiment uniquement négatif. Euh, 100%. Quasiment, ouais. C'était quoi, par exemple, comme terme négatif? Et ben, manque, Hmm. honte, Hmm. peur. Alors que tu travaillais toi-même dans le milieu financier depuis des plombs, quoi, Ah toute ta bah ouais, mais carrière. c'est pas pour rien qu'on dit que les Ouais, cordonniers ouais. sont les plus mal chaussés, hein. Des mecs Mais en c'est salle pour des ça que je suis marchés, des mecs qui très heureux de travaillent en salle t'avoir. des marchés et qui font une banqueroute personnelle, il y en a plein. Hmm. Parce qu'en fait, tu as un mode de rémunération qui est très variable et dans les grandes largeurs. C'est-à-dire, c'est un truc où tu peux avoir une année, ton salaire annuel, mettons, c'est un exemple, hein. Mettons que ton salaire annuel, c'est 100, ben, il y a des années où tu vas gagner 100, il y a des années où tu vas gagner 300. Hmm. Et tu le sais une fois par an. Tu peux pas l'anticiper, tu peux pas le Hmm. savoir à l'avance. Donc c'est des situations qui peuvent devenir évidemment très problématiques. De manière générale, moi j'avais pas un rapport sain à l'argent et c'est un truc que j'ai appris, si tu veux, ces 15 dernières années. Mais je dirais que jusqu'en 2010, 2012, j'avais vraiment pas un rapport sain à l'argent du tout. Quand j'étais étudiant, c'était un problème tous les mois. Dans mon enfance, ça a pas du tout été un problème, mais dans mon adolescence, ça en a été un. Hmm. J'ai vu des proches à moi souffrir de l'argent. Donc pour moi, l'argent, pendant très longtemps, c'était mon plus gros échec, quoi, dans la vie, si tu veux. Est-ce que tu as la sensation avec le recul que tu es allé justement vers ce métier de banquier pour réussir à l'avoir un peu plus en main, quoi? Ah, c'est indiscutable. Hmm. C'est indiscutable. C'est-à-dire que moi, ma passion, c'est et je sais que je vais sans doute passer pour un dingue, mais ce qui me passionne, c'est les politiques publiques. C'est ma vraie passion, ce sur quoi je peux geeker pendant vraiment longtemps, c'est comment on s'organise en tant que collectif Hmm. pour que ça aille bien, quoi. Et j'ai été très marqué par mes études, par la philosophie des Lumières, par l'humanisme. J'ai vu aussi. T'as fait Sciences Po, hein, c'est ça? Alors moi j'ai fait un bac S spé maths par obligation parentale, mais option théâtre quand même. Tes parents Ensuite sont j'ai médecins, fait hein, c'est ça? ouais, Ils t'ont un peu obligé. c'était pas, j'avais pas trop le choix et je comprends pourquoi parce qu'en fait c'est à l'époque c'était le seul Hmm. bac où tu ne te fermais aucune porte, c'est-à-dire où tout était possible après. Ouais. Et d'ailleurs j'ai pu faire ensuite contre leur avis Hippocagne et Cagne, donc une classe prépa littéraire classique. Autant vous dire Incroyable. que j'en ai chié sévèrement. Donc j'ai fait Hippocagne et Cagne classique. Et ensuite, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, donc Sciences Po Aix, l'école qui a formé Christine Lagarde, d'ailleurs, qui est la plus Incroyable. illustre de nos alumni, et que j'ai rencontré d'ailleurs, à qui j'ai pu offrir mon bouquin il y a un an, c'était rigolo. C'était un grand moment, ça. Et donc, Sciences Po à Aix, pourquoi? Parce que Sciences Po Aix était très costaud sur l'ex-URSS. Et moi, à l'époque, j'étais russophone courant, quoi. Et donc, j'ai étudié le russe, moi, depuis la sixième. Et je l'ai beaucoup étudié en Hippocagne et en Cagne, et à Sciences Po aussi. J'ai fait un an de stage donc en ambassade. Et là, j'avais le choix entre Saint-Pétersbourg, Moscou et Bichkek. Et j'ai évidemment choisi Bichkek, capitale du Kyrgyzstan, où je suis allé en 2005 pendant un an pour faire de la coopération culturelle. Ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis de réaliser que le monde était bien plus vaste et complexe que ce que moi, petit bourgeois français, je pensais. Deuxième chose, ça m'a permis de réaliser que la fonction publique et moi, ça allait pas être possible du tout, et que donc il valait mieux que je me réoriente rapidement parce que là, ça allait pas le faire. C'est comme ça que je suis parti en finance, en me disant, il y a un secteur où il y a de l'argent, t'en manqueras pas, tu seras pas dans la merde. Et je me suis dit que j'allais continuer d'avoir ma passion pour les politiques publiques à côté, si tu veux. Donc l'argent a déterminé, Hmm. et un rapport malsain à l'argent a déterminé ma carrière. C'est-à-dire que, et j'ai fait un travail, honnêtement, qui m'intéressait assez peu pendant 10 ans. C'est-à-dire, j'en avais Incroyable. pas grand-chose à foutre en vrai. J'étais très heureux d'apprendre à travailler dans des conditions aussi difficiles, du niveau d'exigence qu'on peut avoir en salle des marchés. Évidemment, le rythme qui est très addictif, et puis les gens passionnants, brillants avec qui je travaillais, très très fort, quoi. J'ai beaucoup appris sur moi-même en salle des marchés aussi, sur ma réaction au stress, ma gestion de la pression, qui j'étais. Donc c'est une école de travail remarquable. Mais c'est vrai que c'était un métier qui m'intéressait pas plus que ça. Et, Je ne- et Mathias, je ne ouais. t'imagine pas
aujourd'hui, là, comme je te vois, animé par ce que tu es en train de raconter et tout, être dans un boulot qui ne te passionne pas, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer pour toi? Et donc, Eh comme ben, tu me c'était dis, la thune. c'était l'argent. Ah, mais c'était que la peur de manquer, si tu veux. Puis après, je me suis marié, puis il fallait que je fournisse, quoi, que je provide, comme on dit en anglais. J'ai eu des enfants très vite. Donc, non, c'était une pression énorme en moi de pas avoir assez d'argent, quoi. Vraiment, c'était que ça. Hmm. C'était que ça. Et comme beaucoup de gens d'ailleurs, enfin, je pense que c'est une Oui, énorme, je pense même une majorité de gens qui sont comme ça. qui ont la peur de manquer, clairement. Et moi, là, j'ai la chance, si tu veux, d'avoir pu explorer intellectuellement un sujet, parce que en parallèle de toutes mes années en finance de marché, je faisais partie de think tank, de club de réflexion. Hmm. Et donc, je produisais des notes, je lisais des bouquins de sociologues, je lisais les textes de loi, j'écoutais les replays des questions au Parlement. J'étais complètement passionné, ça, pour le coup. Et là aussi, ma découverte du système politique français m'a conduit à le quitter assez rapidement, parce que c'est un milieu qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Il y a 10 ans, on m'aurait pris pour un dingue. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de le voir petit à petit. Si je racontais ce que j'ai vu à Paris ces 10 dernières années dans les élites politiques, les gens ne croiraient pas, vraiment. Hmm. Ils me prendraient pour un fou, quoi. Mais donc et enfin, énorme chance, j'ai rencontré les fondateurs de Trade, quoi. Hmm. Et ça a été la chance de ma vie, de loin, de loin. Alors, Je l'ai mérité ensuite, mais les rencontrer, ce coup de fil, ça a été la chance de ma vie professionnellement. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de rassembler, si tu veux, un objectif personnel que j'avais, qui était de diffuser l'éducation financière en France, avec une entreprise et des moyens. Et génial. s'il n'y a pas les moyens de Trade Republic, j'ai pas l'impact que j'ai. Et si j'ai pas l'impact que j'ai, peut-être que Trade Republic a pas la croissance qu'elle a non plus. Donc c'est un cercle vertueux. Génial. Mathias, tu racontes aussi dans ton bouquin, donc prenez votre argent en main, que les premières années de ta carrière où justement tu gagnais de l'argent, tu l'as beaucoup utilisé pour acheter finalement déjà un statut social, mais Ouais, aussi l'amour des autres. Pas mal. bah ouais, flamber. Ouais. Flamber pour tes proches, pour tes potes, pour ta copine, pour le paraître, beaucoup. Euh, T'es au resto avec tes copains et t'invites tout le monde. Tu leur dis rien, tu vas payer en discretos. T'organises ton anniversaire, t'invites tout le monde dans un château pour le week-end. Et c'est toi qui fournis le champagne. J'étais dans une fuite en avant, si tu veux. Qu'est-ce que tu as acheté avec cet argent? Des expériences, beaucoup. Moi, je suis pas très matérialiste, donc Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as acheté auprès de tes potes? eh ben, je ne sais, j'ai pas encore, je pense, suffisamment de recul là-dessus pour Hmm. pouvoir te répondre vraiment efficacement. Mais une forme d'affection, Hmm. quelque part, j'imagine. Un peu de respect, sans doute aussi, j'espérais. Euh, et c'est surtout ce que je m'achetais à moi, en fait. Et à moi, je m'achetais, je vais pas reproduire les erreurs familiales. Parce que si t'as de l'argent et que tu peux le flamber, c'est que t'en as beaucoup. Et si t'en as beaucoup, t'as pas de problème financier. Hmm. Tu vois. Ah oui, je vois. Bon. Donc c'était une question de, c'était avant tout, je crois, une question de d'auto-perception, quoi. Tu vois, Hmm. de l'image que je voulais avoir de moi-même, en fait. L'image de toi. Bah justement, c'est l'occasion de parler de ton souvenir d'enfance. C'est la deuxième question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un Ok. souvenir d'enfance en rapport avec l'argent qui t'a marqué? Il y en a plusieurs. Il y en a Hmm. plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a, Tu peux en prendre deux hein, si tu veux. C'est je possible. pense que ce qui, le premier élément très marquant, c'est quand je rentre, je suis adolescent, jeune adolescent, je dois avoir 12 13 ans, et je rentre du collège. Je suis passé récupérer ma petite sœur qui a 8 ans de moins que moi, donc à l'école primaire, elle est pas grande à ce moment-là. Et j'arrive je rentre du collège, j'arrive dans mon immeuble. On habitait dans un appartement bourgeois dans le centre-ville de Brest. Ma mère était médecin. Mes parents étaient divorcés, mais ma mère gagnait bien sa vie. On habitait dans un bel appartement dans le centre-ville de Brest. J'étais dans le meilleur lycée public de Brest. J'avais un scooter. Enfin voilà, j'étais totalement. Je savais que ma mère travaillait beaucoup, mais j'étais totalement. Mais alors
pas du tout au courant qu'elle était dans la merde. Mais j'aurais même pas pu l'imaginer, en fait, si tu veux. Et là, il y a des flics, si tu veux, sur mon palier, un serrurier, et ils me disent, ouvre la porte. Et donc là, voilà, c'est évidemment un moment, si tu veux, moi j'ai jamais manqué de rien, j'ai souvent été dans le rouge, j'ai souvent mangé des pâtes et des trucs comme ça, mais j'ai jamais manqué de rien, si tu veux, j'ai jamais été dans la merde vraiment gravement, parce qu'en fait j'ai toujours pu soit demander à mon frère, soit j'ai toujours eu des solutions, si tu veux. Et puis je suis pas, enfin bref. Donc ça c'est un trauma, ouais, ça c'est un traumatisme, de les voir vider la maison, de rien pouvoir faire, d'être je pense l'élément le plus important, c'est d'être impuissant, quoi. C'est cette énorme impuissance et que j'ai eu ensuite pendant 15 ans à aider ma mère. Parce que ma mère, elle a mis 15 ans à s'en sortir de cette situation. Puis cette C'est découverte, très j'imagine. difficile. Comme tu dis, d'un coup d'un seul, ça te tombe dessus. C'est OK. Donc en fait, déjà, comment tu vis ça à l'aune de tes 12 ans, quoi? Tu vois, c'est-à-dire que tu as des huissiers à la porte de tes parents et c'est toi qui les réceptionnes, quoi. C'est incroyable. Mais ils sont pas là, ils sont au boulot, quoi. Ma Ouais. mère et mon beau-père sont au boulot. Et comment tu le donc, vis, toi, à 12 piges? Écoute, la vérité, c'est que je m'en rappelle pas très bien. C'est-à-dire que ça a été quand même un moment d'un peu de flottement pour moi, quoi, sur le moment. J'étais à l'ouest, comme on dit, quoi, un peu choqué. Je me rappelle que j'ai essayé tout de suite, en fait, j'ai essayé de détourner l'attention pour ma sœur, quoi, qui était petite. Et donc, ce dont j'ai jamais réussi à me souvenir, c'est de ma mère qui rentre à la maison ce soir-là, comment ça s'est passé. Enfin, je me rappelle tellement fort du moment où j'arrive sur le palier et où il y a les flics et le serrurier que j'ai du mal à me rappeler de ce qui s'est passé juste après. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris conscience de la vulnérabilité des choses. Ça, oui. Et donc, ça a été à partir de ce moment-là, probablement à partir de ce moment-là d'ailleurs, que j'ai eu conscience du risque, quoi, de la vulnérabilité, du fait qu'on pouvait être dans la merde, que fallait faire attention. Et comme, en fait, est-ce que tu as réussi à faire le lien entre ce moment traumatique, hein, clairement, d'adolescence, où d'un coup d'un seul, en fait, tu passes de OK, donc en fait, je vis dans une famille où tout va bien, à en gros, bah, il n'y a plus rien. Ils ont tout piqué, avec ta peur de manquer d'après. Ah bah le lien est très direct, quoi. Le lien est très direct, hein. Très direct. Et c'est, si tu veux, quelque chose que je souhaite aux gens qui le vivent aujourd'hui, de trouver des gens avec qui en parler. Parce qu'en fait, ce qui est très pervers avec ce sujet-là, c'est comme c'est un tabou, non seulement tu n'en parles pas, mais en plus tu en as honte, si tu veux, vraiment, quoi. Donc, je souhaite à tous les gens qui traversent des moments difficiles avec l'argent d'avoir quelqu'un avec qui en parler, quoi. C'est vraiment parce que je crois que c'est plus j'étudie le sujet, plus je participe à des trucs d'éducation financière, plus j'en parle avec des milliers de gens, plus à la fin des fins, le point de départ, c'est d'avoir quelqu'un avec qui en parler. C'est aussi pour ça que j'insiste autant sur la création du statut de coach financier, parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de truc où quand tu as quelqu'un à qui en parler au début, toute la suite du processus est pas le même. Ouais. Et donc c'est pas je sais pas comment dire, c'est pas juste, c'est un peu comme le harcèlement scolaire, tu vois, c'est pas juste un confort d'en parler à quelqu'un, c'est que ça change la trajectoire ensuite d'en avoir parlé. Voilà. Donc trouvez-vous un copain de finances perso. Trouvez-vous un partenaire de finances perso. Et ça peut être votre couple, ça peut être le meilleur exemple que j'ai, un super exemple que j'ai eu là récemment, c'est Séverine qui était venue dans Légende en décembre dernier, nous parler de ses difficultés avec l'argent et qui a pris les choses en main avec sa fille de 17 ans. Et donc elle a fait l'éducation financière de sa fille de 17 ans en faisant la sienne. Bah oui. Putain, t'imagines la confiance entre la mère et la fille ensuite. T'imagines le lien. Et un an plus tard, maintenant quasiment, elle a quitté son boulot qui lui plaisait pas, qui lui faisait faire 2 heures de route. Elle a plus de thunes, elle a pu emmener ses enfants en vacances, elle se sent mieux. Enfin, tu vois, le choc, quoi. Puis t'imagines sa fille de 17 ans comme elle est fière de sa mère. Oui, puis Donc, elle voilà. démarre sur une trajectoire incroyable. Et quoi, elle démarre sur une bonne trajectoire, ce qui est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. Tu peux pas avoir le monde économique qu'on a et le monde qu'on va laisser à nos enfants sans au moins les équiper, quoi. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on n'apprenait pas à nos enfants à être
un peu avoir du recul sur les réseaux sociaux. Tu peux pas laisser tes enfants. C'est comme si aujourd'hui on n'apprenait pas à nos enfants à rendre la planète durable. C'est un gâchis monumental. Pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet, tu vois, moi, donc ça fait 4 ans maintenant que je fais ce podcast, j'ai entendu des tas de personnes, maintenant je coach des gens sur la relation à l'argent, etc. En fait, la différence entre l'écologie typiquement et ou les réseaux sociaux et la relation à l'argent, c'est qu'en fait la relation à l'argent, elle nous est refourguée par nos parents, qui parfois eux-mêmes l'ont récupéré de leurs parents eux-mêmes, et en fait ça peut remonter parfois jusqu'à, tu vois, typiquement j'avais une interviewée qui me disait en fait nous on avait plein d'argent, mon arrière-grand-mère machin, et en fait à un moment donné les soldats sont venus, les nazis sont venus, et en fait ils ont tout piqué. Donc d'un coup d'un seul, moi je veux pas gagner d'argent. Et pourquoi? Parce qu'en fait j'ai engrammé, et ses parents ont engrammé, que avoir de l'argent ça veut dire se le faire voler. C'est incroyable. Et ça, tu vois, pour moi, c'est en ça que c'est difficile la relation à l'argent. C'est que on vient ouvrir une boîte de Pandore sur l'éducation que nos parents nous ont donnée, et qui est, qui est perfectible, hein, comme tes parents, tu le sais. Hein, voilà, on fait de la merde, hein, ça arrive. Mais là, ça veut dire aussi rentrer dans cette boîte de Pandore, et eux-mêmes, si tu vas questionner tes propres parents, tu vois, qui doivent eux-mêmes aller regarder l'éducation que leurs propres parents leur ont donnée. C'est infini, quoi. Ça m'inspire 2 remarques. Oui. La première remarque, c'est qu'il y a une erreur fondamentale, parce que c'est un tabou, de compréhension de ce qu'est l'argent. Et tout le monde pense, beaucoup de gens pensent, que l'argent c'est un sujet technique, que l'argent c'est un sujet intellectuel, voire même scientifique, tu vois, presque. Alors qu'en fait, l'argent est un sujet qui est avant tout émotionnel. Culturel même. Je vais même plus loin. C'est un sujet qui est culturel. Le rapport à l'argent, il est inscrit, comme tu le dis très bien, dans notre culture familiale. Et on en hérite de ça. La culture, c'est quelque chose dont on hérite. On peut se faire la sienne, on peut la faire évoluer, voilà. Mais on hérite de ça. Donc la première remarque, c'est... Et inconsciemment. Tu sais, bien sûr. qu'il n'y a pas de conscience. Juste, tu la récupères. Ouais. Typiquement, toi, ce que tu vis à 12 ans, j'imagine que jamais vous en avez reparlé avec ta mère de façon un peu consciente, quoi. Tu vois? Ça a été juste... beaucoup plus tard. Oui, c'est ça. 15 ans après. Quand moi, j'avais fait une thérapie, si tu veux. Ouais. Et que j'étais capable d'en parler, mais pendant très longtemps, jamais. Bah oui, bien sûr. Donc, la première remarque, c'est que effectivement, l'argent, c'est culturel, que ça nécessite d'être traité comme tel. Donc, c'est une forme de transition qu'on doit faire. Et la deuxième remarque, c'est que l'héritage qu'on a reçu est nul et non avenu. Pour une raison simple. Le besoin autour de l'argent a changé. Et ça, c'est très important que les gens le comprennent, parce que quand t'as compris ça, t'arrêtes d'écouter les complotistes qui sont terrifiants et qui te font faire n'importe quoi. Donc, le besoin a changé, tout simplement. Il y a eu les 30 Glorieuses. Je rappelle juste que les 30 Glorieuses qu'on regrette tant, si elles ont été là, c'est parce qu'il y a eu un truc qui s'est appelé la Deuxième Guerre mondiale avant. Hein. Oui. Voilà. Donc, faut toujours se rappeler de quoi qu'est-ce qu'on souhaite, quoi. Et les gens qui regrettent les 30 Glorieuses doivent pas oublier que les 30 Glorieuses sont dues à la Seconde Guerre mondiale, qui a été une catastrophe pour l'humanité. Donc, il y a eu les 30 Glorieuses. Il y a eu beaucoup de croissance. Il y a eu de la prédation au niveau mondial. Il y avait une économie extrêmement forte. Il y avait une grosse croissance démographique. Il y avait besoin de conserver l'argent qu'on gagnait, de protéger l'argent qu'on gagnait. Et c'est pour ça qu'on dit les Français sont averses au risque. Et non, les Français, ils étaient blindés en faisant pas grand-chose. C'est ça la réalité. Et donc, on pouvait se permettre à l'époque de gaspiller. On gaspillait les ressources naturelles, on gaspillait plein de trucs. Et l'argent, on pouvait aussi le gaspiller dans le système de retraite par répartition, dans une bureaucratie qui a explosé, dans des impôts qui empêchent la croissance économique, dans plein de trucs, des frais très élevés. Comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper de son argent, on peut le confier à des gens qui vont faire moins bien que toi. C'était une autre époque, si tu veux. Et entre 2000 et 2010, la situation économique en Europe a changé pour longtemps. Et c'est assis sur une tendance dont on parle très peu, parce qu'elle touche à l'intime, c'est la démographie. Il y a aucun politique qui va oser le dire, mais ils le pensent tous. Les Françaises et les Français ne font pas assez d'enfants. Bah oui. Quel homme politique va le dire? Il y en a aucun qui va le dire. Parce que c'est un sujet qui n'arrive pas. Il y a Macron qui est venu dire le réarmement démographique. Il a utilisé ça sous forme de
de lexique guerrier, quoi. Très étonnant, mais oui. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Bah non. Le réarmement démographique. Enfin, bref. Donc, on est dans une situation où on va avoir de moins en moins d'argent pour une raison simple. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus vieux et on est de plus en plus endettés. Et ça, c'est un trio gagnant pour devoir optimiser ta thune. Et c'est ce que les gens apprennent à faire grâce à l'éducation financière. Donc, premièrement, ne pas se culpabiliser parce que c'est un nouveau besoin. Voilà. C'est un nouveau besoin. Et l'enjeu, c'est de s'y adapter rapidement. Mais c'est un nouveau besoin. Qu'on n'a jamais donc appris. Non, parce que c'était pas nécessaire. Avant, tu travaillais, tu payais tes impôts et tes cotises, t'avais une super retraite. La baraque que t'avais acheté une bouchée de pain, elle valait 1 tonne. Les retraites étaient extrêmement élevées. Le niveau de vie des retraités était en France plus élevé que le niveau de vie des travailleurs. Donc, il y avait un système qui avait été bien pensé pour cette période, mais qui n'a pas été adapté au changement du monde. C'est aussi simple que ça. Eh ben, vous êtes en train de, justement, on parlait des nouvelles pratiques. La raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui et que vous venez sponsoriser aussi Histoire d'argent, c'est parce que vous êtes en train de lancer, chez Trade Republic, vous venez de lancer une offre spéciale pour les parents, pour que les parents puissent épargner pour leurs enfants. Ouais. Et alors, on a eu un appel. Donc déjà, j'ai interviewé Vincent, qui est donc le boss de la France pour Trade Republic dans Histoire de Daron, parce que Vincent est un papa à fond. Il est un jeune papa, tout jeune papa. Toi, t'es papa un peu plus vieux, si j'ai bien compris. En tout cas, tes enfants sont plus grands. C'est ça, t'as un garçon et une fille, c'est ça? J'ai quelques années de plus que Oui. Vincent, qui est un ami et un collègue, mais Oui. avant tout un ami aujourd'hui. Et j'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 11 ans, parce que je les ai eus aussi assez jeunes, donc enfin assez jeunes pour notre génération. Ouais. Et oui, je suis papa et ça a changé ma vie de manière très importante. Et je suis très curieux d'écouter le podcast de Vincent, d'ailleurs. Ah ouais? Tu crois que tu vas apprendre des trucs? Je pense, ouais, je pense. Je pense. Vincent est quelqu'un d'assez discret sur sa vie privée. Et donc, je suis très curieux de voir ce qu'il a pu sortir face à toi. Bah écoute, oui, plein de choses et plein de... Comment dire? C'était intéressant aussi d'avoir son avis de papa, banquier, tu vois, sur... et aussi, il a pas mal de peur. Moi, j'ai découvert qu'il avait beaucoup de peur par rapport à l'avenir pour ses enfants et tout. Ce que je peux comprendre aussi, parce que quand tu es un jeune parent, tu vois, je vois bien... Comment dire, moi j'ai évolué, moi j'ai 2 filles aujourd'hui qui ont 17 et 19, donc elles sont plus grandes. Et les peurs se sont un peu déplacées ailleurs, quoi, tu vois, c'est intéressant. Mais tu voulais dire un truc? Non, mais la parentalité, c'est la seule vraie grande aventure de la vie, je trouve. Moi. Il y a rien d'autre, je trouve, qui est aussi impactant que ça. Si un jour tu as envie... Si un jour tu as envie d'en venir, mais oui, bien sûr. Si un jour tu as envie de venir dans l'Histoire de Daron en parler, tu es le bienvenu. Non, mais c'est tellement rare qu'entre hommes, qu'entre pères, on parle de paternité, si tu veux. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast il y a 8 ans de ça, quoi. Tu vois, donc. C'est rarissime. Bah et oui. C'est un autre tabou culturel d'ailleurs. Alors moi j'ai une conviction personnelle, un peu iconoclaste, c'est que si les gens parlent assez peu de ça, c'est parce que si on en parlait trop, il y aurait moins d'enfants encore. Donc je pense qu'il y a une forme d'omerta sur ce qu'est vraiment la parentalité, entre autres auprès des non-parents, avec cette phrase magnifique: tu verras. Et voilà. J'ai beaucoup remarqué ça, que quand tu deviens parent, tu intègres un club en fait, le club des parents quoi. Et les gens qui sont pas dans le club, la vérité c'est que très peu de gens leur disent la vérité sur ce que c'est que de devenir parent en fait. C'est une omerta mais qui est bien faite pour la préservation de l'espèce. Oui, c'est clair. Et c'est peut-être un problème justement, tu vois, que ces podcasts justement existent, que les réseaux sociaux en parlent de plus en plus, c'est qu'on vient montrer la vraie vérité. C'est-à-dire que de la même façon que toi, à travers ton discours, tu viens lever un tabou, en fait, il y a un autre tabou qui est élevé aussi autour de la parentalité. Et peut-être que celui-ci, comme tu dis, il est peut-être moins bon pour la préservation de l'espèce, quoi. Mais bon. Être parent, c'est un vrai challenge. Donc si tu peux avoir des conseils un peu pratiques d'autres qui l'ont été, c'est quand même pas mal, quoi. Moi, j'aurais adoré avoir mon podcast quand j'étais plus jeune parent, hein, laisse-moi te le dire. Carrément, carrément. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, bref, vous me disiez, on appelle quand on était en train d'organiser un petit peu ces interviews, que pour toi, c'était vraiment... Alors, ça y est, ça allait au-delà. C'est-à-dire que c'est plus qu'une opération spéciale ou qu'une opération commerciale pour vous, un lancement de produit. C'est un truc qui ce produit-là, ouais. Dans votre le plan, quoi. le plan épargne enfant,
c'est un peu un aboutissement, quoi. Parce que c'est plus qu'un produit, c'est un enjeu de société. Et donc, si tu veux, quand tu vois que en ce moment, il y a deux États, pas des moindres, hein, les États-Unis et l'Allemagne, qui veulent faire ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on te dit, on va créer un compte pour les enfants, on va leur mettre $1000 au début, investis sur le S&P 500, et avec les intérêts composés, bah, ça va les aider, quoi. Et il y a un autre pays qui a dit, nous, on va faire des comptes pour les enfants, et puis tous les mois, l'État va mettre 10 balles pour chaque gamin. En bourse. Incroyable. C'est l'Allemagne. Oui. Parce que c'est évident. Et donc, comme nous, on avait pris l'habitude de pas forcément attendre les États pour mettre à la disposition des gens ce qui est bon pour eux, eh ben on a longtemps discuté avec notre partenaire Vanguard, qui est un fabricant d'ETF, les ETF étant des paniers d'actions. Et Vanguard a accepté, sur 3 ETF parmi les plus utilisés chez eux, les plus larges, les plus grand public, de faire gain des frais de gestion aux enfants. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'il y a une solution où les parents peuvent investir pour leurs enfants dans des ETF sans payer aucun frais du tout. Et donc, évidemment, on peut pas comparer ça avec un livret, parce qu'un livret, c'est complètement sécurisé. Ouais. Néanmoins, les gens ont le choix désormais. Tu peux expliquer pour celles et ceux qui peut-être suivent un petit peu d'un peu plus loin la technicité de la bourse et ce que c'est qu'un ETF. Je vais le faire très rapidement, mais ça prend 2 minutes. Ouais. Donc, en fait, le problème d'investir, c'est comment. Parce qu'en fait, investir, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que l'argent, en gros, le mettre quelque part pour essayer d'espérer en récupérer plus après, il y a des centaines de manières différentes de le faire. Et donc, on sait tous ça. Pour autant, l'immense majorité des gens savent aussi que ce qui a le mieux marché depuis 120 ans, c'est les actions. Et les gens, ils se disent, d'accord, mais moi, je sais pas quelle action acheter, et je sais pas quand l'acheter. Puisqu'on m'a toujours dit qu'il fallait acheter au bon moment. Et c'est maintenant le bon moment, c'est plus tard, c'était hier, comment on fait? Et donc l'enjeu pour un acteur comme Trade Republic, c'est de se dire quelle est la manière d'investir qui fonctionne potentiellement le mieux pour le très grand public, tout en étant très simple. Et ce qui marche avec l'investissement, on le sait, puisqu'on peut regarder en arrière pour voir ce qui a marché. Et en l'occurrence, ce qui a marché depuis 150 ans, c'est d'être diversifié. Ce qui a marché depuis 150 ans, c'est d'acheter tous les mois un petit peu. Parce que quand tu achètes tous les mois un petit peu, tu achètes jamais au meilleur moment, mais tu n'achètes pas au pire non plus. Tu as ce qu'on appelle la moyenne. Et c'est rare que dans la vie ce soit bien d'être moyen, mais la moyenne de l'investissement en bourse diversifié depuis 120 ans, c'est 7% par an. Et je crois que faire 7% par an, c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel épargnant. C'est sûr. Et donc, l'industrie financière a créé une solution pour permettre aux gens, très facilement, et de manière très liquide, c'est-à-dire des trucs qu'on peut acheter et vendre toute la journée, d'investir d'un coup dans plein d'actions en une seule fois. Comme ça, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et tu t'emmerdes pas à acheter chaque truc un par un. Parce que là, ça devient très technique, très compliqué. Et un ETF, c'est rien d'autre qu'un panier d'actions. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est un contrat, quoi, fabriqué par une banque, avec plein d'actions dedans. Ça va être soit les plus grandes actions d'un pays, ou alors les principales actions d'un secteur, ou alors les principales actions d'un certain type. Les actions qui versent beaucoup de dividendes, les actions qui sont plutôt résilientes en cas de crise économique, les actions qui sont les 1500 plus grosses du monde, les 500 plus grosses des pays émergents. Et à chaque fois, tu as un critère tout bête qui est les plus grosses. Et ça va vous rappeler quelque chose qui fait que tout le monde sait quel est le meilleur championnat de foot du monde. C'est quoi le meilleur championnat de foot du monde? Tout le monde le sait. Je suis nul en foot. Bon, en l'occurrence, tout le monde te répondra la Liga espagnole ou la Première Ligue anglaise. Ok. Personne ne sait qui va gagner la Liga espagnole ou la Première Ligue anglaise cette année. Et personne ne sait non plus qui va descendre en Ligue 2, qui va monter de la Ligue 2 en Ligue 1.
Mais par contre, tout le monde sait qu'en moyenne, la Ligue espagnole et la Ligue anglaise, c'est les meilleurs du monde. Eh ben, les indices boursiers, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que tu t'emmerdes pas à savoir qui va gagner la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions de la bourse cette année. Tu achètes le championnat qui va le mieux fonctionner en moyenne. Et un ETF, c'est ça. Un Incroyable ETF, métaphore. c'est les 500 plus grosses actions des États-Unis, par exemple. Et chaque année, il y en a qui descendent en Ligue 2, il y en a qui remontent en Ligue 1. Mais en moyenne, tu as les 500 plus grosses. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion passive. C'est-à-dire tu gères ton argent de manière passive. Tu dis, je veux suivre la performance des 500 plus grosses boîtes américaines, par exemple. Et cette méthode-là, qu'on appelle le dollar cost averaging, que nous, on a renommé en plan d'épargne, eh ben, elle est rendue possible parce qu'il existe des ETF, ces fameux paniers d'actions où tu peux acheter plein d'actions en une seule fois. L'autre gros intérêt de la gestion passive, c'est-à-dire de pas donner ton argent à un gestionnaire qui va choisir les actions qui va investir pour toi, c'est que c'est beaucoup moins cher. Ben oui, et t'as pas un être humain qui est là à choisir quelles actions il va mettre dans ton portefeuille. Et le dernier intérêt des ETF, c'est que historiquement, ça a toujours très bien marché. C'est-à-dire que pour toutes les périodes de plus de 15 ans depuis le début du XXe siècle, le S&P 500 est positif. Pour toutes les périodes de plus de 20 ans depuis sa création en France, le CAC 40 est positif. Et la perte moyenne est 7%. Donc en fait, ça t'amène à des règles extrêmement simples. L'investissement qui marche, c'est à au moins 15 ans. L'investissement qui marche, c'est diversifié. Et l'investissement qui marche, c'est avec le moins de frais possible pour que les intérêts composés, la fameuse boule de neige, augmentent le plus possible, tout simplement. C'est ce que Et au tu lieu de expliques très ça, bien hein, dans ton à bouquin. l'heure actuelle, Oui. eh bien, tu as 3 000 milliards d'euros d'épargne des Françaises et des Français qui sont investis dans des fonds gérés par des êtres humains et avec 2% de frais annuels par an dedans et avec 95% d'entre eux qui font moins bien que leur indice boursier de référence, par exemple le S&P 500 américain ou le CAC 40 français, ce qui m'a inspiré toujours d'être très frustré de ne pas avoir trouvé moi-même la pub Fiat. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et ça, c'est le drame de l'épargne des Françaises et des Français, qui est que le tabou, leur auto-persuasion qui sont pas compétents, les a amenés à confier leur argent à des gérants. Et ces gérants, le fait est, et c'est pas une critique envers eux, c'est un fait, c'est démontré par l'étude Spiva tous les ans, que les gérants n'y arrivent pas. Et c'est pas une critique que de leur dire ça, c'est une réalité qui est démontrée par l'étude Spiva. Alors oui, il y a 5 à 10% des gérants qui font mieux. Ouais. Et le seul problème, c'est que d'une année sur l'autre, c'est jamais les mêmes. Donc, pour l'épargne long terme, sur des actifs cotés en bourse comme ça, accessibles et tout, les ETF, ça a été une révolution d'accessibilité. Et si vous ne les connaissez pas, formez-vous, c'est hyper important. Ouais. C'est ce que tu poses d'ailleurs dans ton bouquin. Donc, prenez votre argent en main. Tu poses 10 questions que ton banquier veut pas que vous lui posiez. Hein. Donc, c'est ça, c'est 10, je crois. C'est vraiment... N'hésitez pas, achetez le bouquin de Mathias. C'est une pépite si vous voulez vous former, justement. Comme tu dis, formez-vous à la technicité. Moi, dans Histoire d'argent, je refuse de parler de technique la plupart du temps parce que je trouve qu'il y a suffisamment d'endroits où c'est fait. Et on parle pas assez d'émotions. Donc, ça me fait plaisir aussi que tu viennes pour parler d'émotions ici. Mais donc, pour revenir... Ah bah ouais. Pour revenir à l'émotion. Non mais c'est vachement important. Oui. C'est la base de tout. Alors, J'ai coutume de dire que... Les auditrices, auditeurs d'Histoire d'argent, ils savent que les émotions, parce qu'il y en a dans ce podcast. Moi, j'ai coutume de dire que mon métier, c'est de transformer de la peur en espoir. Voilà. Parce que quand tu as peur, t'investis pas. Quand tu as de l'espoir, t'investis. Et quand tu as peur, tu prends pas ton argent en main. Quand tu as de l'espoir que tu peux améliorer les choses, tu le fais. Et donc, j'essaye, moi, de transformer cette peur en espoir. Et un des aspects de ça, c'est de créer de la compréhension sur un flux d'informations extrêmement effrayant. Oui, c'est sûr. Et d'essayer de donner aux gens de la clarté quoi sur la situation économique, sa réalité. Les complotistes malheureusement oui. Font que les gens se focusent pas sur les bonnes peurs, du coup ils peuvent pas progresser. Les populistes eux font que les gens ne se focusent pas sur les vraies causes de leurs problèmes, donc ils peuvent pas progresser. Et le problème c'est que les experts eux personne les écoute. Les experts, ils pourraient lutter contre les complotistes et les populistes, mais
personne les écoute parce qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Et que la subtilité a peu de place sur les réseaux. Et donc, moi, j'essaye de recréer un peu de subtilité sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens de se concentrer sur les vraies causes de leurs problèmes, pour permettre aux gens de se concentrer sur les vraies solutions à leurs problèmes, et pour qu'ils se concentrent sur le fait de résoudre des vrais risques, quoi, et des vraies peurs, pas des trucs qui serviront à rien à part à vendre des formations de complotistes débiles, quoi. Ouais. Donc tes mômes ont 11 ans et 8 ans. Oui. Donc j'imagine que tu as déjà eu les questions sur l'argent. Pourquoi, d'où ça sort, etc. qui arrivent toujours à peu près vers 6-7 ans, quoi. Comment, je me demandais un petit peu... Si tu veux, moi, je suis dans une situation un peu particulière parce que mes gamins, ils me voient faire de l'éducation financière depuis 2 ans, si tu veux. Et donc, forcément, ils ont regardé mes vidéos, ils comprennent pourquoi les parents de mon pote, à la sortie de l'école, ils m'ont parlé de toi, pourquoi mon prof de tennis, il m'a montré une vidéo de toi, pourquoi, tu vois. Et donc, mes enfants, ils ont un master 2 en éducation financière à 8 ans et 11 ans, si tu veux, déjà. Et puis, c'est les bêta-testeurs de tous mes potes qui font des produits d'éducation financière pour enfants. Donc, ils ont fait les cahiers de vacances EasyWeb, ils ont fait les cahiers de Grégory Guillemin, ils ont utilisé... Donc, mes enfants, ils sont bien costauds en éducation financière. Oh là, ouais. Pourquoi pour toi c'est un vrai sujet, justement, et pourquoi pour toi c'est plus qu'un produit, ce plan d'épargne pour les mômes? En France, les gens ont le bon comportement, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent de côté pour leurs enfants. Donc, j'insiste, le problème n'est pas le comportement des parents. Le problème, c'est les outils qu'ils ont à leur disposition. C'est pour ça que je suis tellement heureux, si tu veux. Donc, le problème est très simple. En France, on va te dire livret A ou assurance vie. Parce que ça sert les besoins de la banque. Et de la compagnie d'assurance et de la société de gestion. Et donc, c'est pas, à mon avis, la meilleure solution pour les enfants. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que le livret A, en moyenne, c'est 2% par an. Si tu mets 50 € par mois, à 2% par an, de ses 0 à ses 18 ans, à la fin, t'as un peu plus de 10 000 € et t'as gagné 1 000 € d'intérêt. T'as pas d'impôt, t'as pas de frais. Mais comme t'as pas de rendement, à la fin, t'as pas grand-chose, si tu veux. T'as à peine battu l'inflation. Alors même que tu avais quelque chose d'extrêmement précieux devant toi quand on parle d'investissement, c'est du temps. C'est du temps. Et plus t'as le temps, plus tu peux prendre des risques. Et donc, la seule chose logique à faire pour tes enfants, c'est pas d'épargner, c'est d'investir. Deuxième problème, l'assurance vie a en moyenne en France 2% de frais annuels dedans. Et donc, si tu as 7% par an, la perf moyenne, mais que tu payes 2% de frais, tu vas finir avec 14 000 € à peu près. Si tu as 0,2% de frais et que même ces 0 de là sautent, grâce au partenariat avec Vanguard, et que tu fais 7% par an en moyenne, t'as 21 000 €. Ça change tout, hein. Ça change tout. C'est-à-dire que ça change tout. C'est-à-dire que pour le même effort, t'as beaucoup plus d'impact positif. Juste parce que tu as appris à aller faire 7% par an sans payer de frais. Et ce produit-là, il n'existait pas tout simplement. C'était pas possible pour les gens. Et comme on vient de former 10 millions d'Européennes et d'Européens qui ont 32 ans de moyenne d'âge, qui pour 80% d'entre eux n'avaient jamais investi avant et qui ont pour l'immense majorité d'entre eux désormais un plan d'épargne en ETF chez Trade Republic, et qu'ils ont 32 ans de moyenne d'âge, eh ben on a là toute une génération d'Européennes et d'Européens qui est en train de se former et qui a donc compris que évidemment la chose la plus logique à faire pour tes enfants, c'est d'essayer d'investir à long terme en prenant le moins de risques possible. Et c'est la première fois que des parents peuvent le faire sans payer aucun frais du tout, puisque même les frais de gestion te sont remboursés. Incroyable. Et ça fait 1000 balles de plus sur 18 ans quand même, pour quelqu'un qui met 100 € par mois. Si tu mets 100 € par mois, à 7% par an et que t'as pas payé les frais, tu termines avec 43 000 €, c'est-à-dire le coût moyen des études en France. Et dernier point, on va laisser 46 000 € à date de dette publique à chacun de nos enfants. Il y a un moment donné où il va falloir payer. Pourquoi? D'où ça sort, ça? C'est 46 000 € de dette publique? Ah bah, tu prends la dette publique française actuelle. Oui. Et ça fait 46 000 balles par gamin. Oh, je l'avais pas. Et bah voilà. Donc si on peut leur donner 42 000 € pour commencer dans la vie, c'est peut-être pas mal, non? Parce qu'à un moment donné, il va falloir la payer, ça. Hein. La dette publique, c'est pas un truc que tu rembourses jamais. Hein. C'est pas comme les crédits immobiliers en Suisse. Hein. Ça, c'est sûr. Et la dette publique, ça se rembourse à un moment donné. Et donc, il y a un moment donné où forcément, soit les aides vont baisser, soit les salaires vont baisser, soit les impôts vont augmenter.
Mais il y a forcément un moment donné où la situation économique des gens va devenir plus difficile à cause de ça. Et donc, s'il y a bien une population qui mérite qu'on l'équipe, c'est les enfants. On va leur laisser un monde quand même pas dingue. C'est les études, c'est ça qui situe autour de 2040 la claque dans la gueule financière, c'est ça? C'est ça. Ouais, Avec c'est le croisement entre les... le moment où ça passe plus, quoi. C'est ce moment où, dans un foyer, tu te fais rattraper, quoi. C'est le moment où t'as enchaîné 4 crédits à la consommation, des découvertes, des ouvertures de comptes dans d'autres banques pour gérer, machin. Et à un moment donné, ça passe plus. Et il y a un moment donné où ça se termine, quoi. Et il y a un moment donné où t'es obligé de commencer à rembourser, en fait. Et la France, j'aurais jamais imaginé dire ça il y a un an. Mais la France est en train d'en prendre le chemin. C'est la situation des perspectives de l'économie française en un an se sont énormément dégradées. C'est-à-dire que et c'est uniquement à cause de l'instabilité politique et de la bureaucratie, quoi. Donc c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Donc, tout ça pour te dire que le plan épargne enfant, c'est l'outil que les parents qui sont formés désormais à ces problématiques-là avaient besoin. Ce dont ils avaient besoin, c'est de loin le produit qu'on nous demandait le plus. Hein. Quand tes clients, ils ont 32 ans de moyenne d'âge et qu'ils viennent tous de commencer à investir, le premier truc qu'ils ont envie de faire, c'est de pouvoir faire pareil pour leurs gamins, parce que leurs gamins, ils ont le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Pas parce qu'on travaille comme des fous et qu'on gagne notre vie. Ça, c'est la version américaine des années 80. Oui. Le temps, c'est de l'argent, parce que l'argent fait de l'argent grâce au temps qui passe. C'est pour ça qu'on dit ça. Moi, j'aime bien dire maintenant, l'argent, c'est du temps aussi. On gagne de l'argent pour avoir un peu plus de temps. Et donc, c'est clair. Il y en a un qui a dit travailler plus pour gagner plus. Moi, je dis investir plus pour gagner plus. Voilà. Mathias, c'est un sujet dont je t'ai pas parlé, mais j'aurais bien aimé savoir est-ce qu'il y a eu un déclic chez toi entre la relation toute pourrie à l'argent dont tu me parlais il y a encore 3-4 ans, tu vois, et le mec hyper aligné, hyper serein, là, que j'ai l'impression de voir en face de moi, quoi. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas comme si, tu vois, je sais pas, t'avais pris ça dans la gueule à 25 ans, quoi. T'étais plus si jeune, quoi. Qu'est-ce qui s'est joué? C'est pas vraiment un déclic. C'est un enchaînement, en fait, sur plusieurs années. Donc, avec d'un côté la parentalité, c'est de devenir parent, eh ben, tes perspectives sur l'argent changent, forcément. Parce que un parent qui met pas de côté pour ses enfants, c'est quand même pas ouf, quoi. Tu te sens pas bien quand tu vois, ça rend les gens malheureux, quoi. Et puis c'est une pression sociale aussi importante. Donc il y a un premier sujet quand je suis devenu parent. Après, dans le même temps, il y a eu l'impact aussi chez moi très fort de la thérapie. Moi, j'ai fait 15 ans de thérapie pour régler différents biais que j'avais. C'est des thérapies comportementales que je fais. C'est pas du tout je suis pas freudien du tout. Pas de la psychanalyse, quoi. Pas du tout. Non, ça, j'ai jamais essayé. J'ai des proches qui ont essayé, mais j'ai aucun proche à qui ça a été utile. Donc, moi, j'étais sur des thérapies comportementales. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que, en fait, petit à petit, quand tes rapports à d'autres choses, en fait, tu les assainis. Le rapport à tes parents, le rapport à ton couple, le rapport au travail, quand tu assainis ça, eh bien en fait rapidement tu te rends compte qu'il y en a un qui est quand même toujours problématique, c'est l'argent. Et donc voilà, tu te dis c'est ton rapport à toi-même aussi. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu es capable d'être à la fois exigeant et tolérant envers toi-même et pour être un bon père in fine en fait, et un bon mari aussi. Et donc ça a été un glissement progressif et le fait de pouvoir l'enseigner ensuite, entre guillemets, en tant qu'éducateur financier, c'est ça qui a, enfoncé le clou définitivement, quoi. Et le livre, ça je l'ai jamais dit, mais le livre, c'est autant un outil pour former les gens et permettre aux gens de former leurs proches, etc., qu'un élément de closure personnel, quoi. D'autothérapie, quoi. Ouais, et puis une manière aussi de dire problème réglé, quoi. Problème réglé. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Je sais pas si tu as entendu parler de ce concept, mais c'est ce qu'on appelle en anglais les generational stoppers. C'est ceux qui veulent stopper à leur génération les biais familiaux qui sont hérités de génération en génération. Ouais.
Et pour moi, ça a été moi, je m'inscris beaucoup dans mon histoire familiale parce que j'ai beaucoup de chance dans la vie, entre autres parce que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents ont beaucoup travaillé. Et donc, je m'inscris quand même dans cette dynamique familiale. Et je voulais pas que ce qui m'a causé à moi du malheur quand j'étais enfant se poursuive pour les miens. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on fait des erreurs nouvelles, du coup. Et je suis sûr que dans 20 ans, mes gamins, ils auront des choses à me reprocher. Mais au moins, pas les mêmes. Voilà. Parce que je trouvais un peu... j'ai toujours trouvé ça un peu absurde. J'ai toujours trouvé ça un peu inacceptable, quoi. Ces espèces de malédictions dans les familles qui perdurent de génération en génération. J'ai toujours trouvé ça inacceptable parce que ça veut dire qu'on n'apprend pas du passé et ça, je peux pas comprendre. Bah, il faut faire le taf, comme tu as dit, il faut aller en thérapie pour faire en sorte de boucler les boucles, quoi, tu vois, et c'est pas, ça demande du travail, tu le sais si tu as fait 15 ans. Et chacun... alors moi, j'ai fait 15 ans parce qu'en fait, j'ai pris un rythme avec ma psychiatre où je réglais un problème par an. Ouais. Parce que ça prend du temps de régler les problèmes. Mm. Et que moi, il y a 15 ans, j'étais ingérable, quoi. J'étais colérique, j'étais hyperactif, j'étais trop de tout le temps, quoi. C'était pas durable comme approche de la vie. Et j'étais trop intense, j'étais pas... Voilà. Je t'imagine bien. Et je suis pas encore... on devient jamais une autre personne que ce qu'on est, hein, mais ça me fait moins souffrir, en tout cas beaucoup moins. Mm. Donc je crois que chacun va trouver aussi sa manière. Tu vois, moi j'ai des copains qui ont réglé leurs problèmes à l'argent sans thérapie, en faisant autrement. Le seul conseil que je peux donner, c'est que tout ça est avant tout une question d'habitude. Et de la même manière qu'il faut avoir des bonnes habitudes pour sa santé, pour la durabilité de son environnement, pour les études des enfants, pour l'éducation des enfants, pardon, c'est ce qu'on appelle la consistance, quoi, tu vois. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui va vous aider, vous, à changer vos habitudes. Et t'as des gens qui vont arrêter de fumer du jour au lendemain et changer leurs habitudes, et personne va s'en rendre compte. Ouais. Et t'en as d'autres qui vont avoir besoin d'un rituel pas possible pendant des semaines, machin, pour arrêter de fumer. Bon, le rapport à l'argent, c'est un peu pareil. Chacun va trouver sa manière à lui ou elle de faire évoluer ses habitudes. Et parce qu'à la fin, c'est que ça. C'est que des habitudes. C'est est-ce que j'ai l'habitude de faire un budget? Est-ce que j'ai l'habitude d'avoir une épargne de précaution à pleine? Est-ce que j'ai l'habitude d'investir pour mes vieux jours? Est-ce que j'ai l'habitude de parler d'argent à mes enfants régulièrement pour les éduquer? Est-ce que j'ai l'habitude de faire le point avec ma partenaire sur les décisions financières de long terme? Voilà, c'est beaucoup une question d'habitude. Et donc moi, pour changer mes habitudes, j'ai besoin de comprendre en détail. Et la thérapie comportementale t'aide beaucoup à ça. Voilà. Génial. Merci Mathias de me partager tout ça. Trop cool d'avoir. Tu sais, la santé parcours mentale. d'un homme serein. Ouais, et puis la santé mentale, c'est un problème considérable en France, de plus en plus important. Bien sûr. C'est un problème qui est mal géré. La psychiatrie en France, c'est un sujet que j'avais beaucoup creusé moi avec quand je participais à des think tanks, à des travaux collectifs. La psychiatrie en France est en train de s'effondrer. Les problématiques de nature psychologique et de santé mentale sont de plus en plus nombreuses et complexes, et elles sont de plus en plus massives en termes de quantité de gens concernés. Donc c'est un truc qui est mal géré actuellement par les pouvoirs publics. Et j'ai mon triptyque, moi, des trois trucs qui posent vraiment... Les trois trucs qui devraient concentrer les efforts d'éducation auprès des adultes en France, c'est l'éducation à l'argent, c'est l'éducation au digital et c'est l'éducation à la santé mentale. Pour moi, c'est les trois trucs qui font énormément défaut à l'heure actuelle, et dans ce que proposent les institutions, et dans ce que proposent les médias traditionnels. Et c'est pas pour rien que sur ces trois dossiers-là, c'est les créatrices et créateurs de contenu, c'est-à-dire, je le rappelle, les gens qui ont pris le dossier en main. Les influenceurs et les influenceuses, c'est pas une catégorie de la population autogérée qui est apparue comme ça par magie. C'est des gens, en fait, à la base. Et c'est juste qu'ils sont allés parler d'un truc sur les réseaux parce qu'il y avait un besoin énorme qui était pas couvert, en fait. La nature a horreur du vide, hein, et nécessité fait loi. Donc c'est malheureusement voilà les élites qui se sont pas adaptées assez rapidement, quoi. Et en même temps, c'est très réjouissant, tu vois, parce que de se dire que les gens sont capables de prendre les choses en main, de s'entraider, c'est pas mal aussi ça quand même, tu vois. C'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation financière. Alors, il faut régulièrement éjecter les chaînons pourris, hein, parce qu'il y a des arnaqueurs qui viennent se mettre là forcément
comme c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les gens, les arnaqueurs qui arrivent, je te parie que dans 5 ans, il y aura des arnaqueurs à la santé mentale. C'est sûr. Et des mecs qui vont t'arnaquer sur... il y en aura. De la même manière qu'il y a 15 ans, c'était sur le compte personnel de formation, sur l'isolation thermique des bâtiments. En ce moment, c'est beaucoup d'arnaques financières. Voilà, c'est un énorme problème, quoi. Merci Mathias, on arrive au temps là, au bout du temps qui nous est imparti, c'était génial. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Si vous avez aimé Mathias et son discours, etc., le meilleur endroit c'est Instagram. Toi, tu es sur tous les réseaux, hein. Instagram maintenant, tu es sur LinkedIn aussi. T'es devenu... Oui, alors je suis en train de monter une équipe personnelle quoi pour m'aider à gérer ça, parce que j'y arrive plus du tout tout seul. Oui, tu m'étonnes. Et que c'est un gaspillage de pas faire, donc je le fais. La prochaine étape, ça sera pour moi d'avoir un jour un truc sur Twitch pour pouvoir faire des lives. Petit stream, bien sûr. Des streams, voilà. Et à l'heure actuelle, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais c'est dur. La qualité est en baisse, quoi, radicale sur Twitter. TikTok, petit à petit aussi. Et puis j'ai ma chaîne YouTube maintenant, en plus des réseaux de Trade Republic, bien sûr. Merci Mathias, je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Trade Republic, c'est sur traderepublic.fr ou alors vous pouvez installer la petite appli sur votre téléphone pour pouvoir aller voir un petit peu ce que Trade Republic propose et notamment ce fameux plan promo. Et merci encore pour le soutien, ça fait trop plaisir de pouvoir avoir ce genre d'OP, de pouvoir avoir en plus des invités de cette qualité-là qui viennent raconter. Mais c'est vrai, c'est important, c'est pas anodin, quoi, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Investissez pour vos enfants, ils vont en avoir besoin, et contrairement à ce que toute votre culture et vos proches vous diront, c'est pas risqué. Ce qui est risqué, c'est de rien faire à l'heure actuelle. Si vous diversifiez, si vous avez du temps devant vous, et si vous pensez que l'économie mondiale va pas s'effondrer, investir à long terme, c'est la chose la plus rationnelle à faire. Et en plus, vous vous sentirez mieux. Merci Mathias. Merci à toi.